20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Saisie de drogue au quai de Soumbédioune, les pêcheurs à la rescousse d'un des leurs pris dans les mailles du filet. Son nom, Hassan Badara Gueye. Il aurait, selon ses camarades, transporté du bois et non de la drogue. Avec des forclusions enregistrées dans plusieurs localités, l'heure est aussi j'avais su au niveau des coalitions et partis politiques. Pour le sous-préfet des Parcelles Assainies, les mandataires doivent être mieux formés. Il y a exactement 2 ans, jour pour jour, Jules François Bocandé nous quittait. À Dakar comme à Ziguinchor, pas de commémoration digne de ce nom pour la légende du football sénégalais. Le focus du jour nous intéresse aux énergies renouvelables. Le soleil, une source d'énergie que l'État du Sénégal compte valoriser en réservant à l'énergie solaire 20% de la consommation nationale d'ici à 2017. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous. Nous reparlons de cette importante saisie de drogue de chanvre indien au quai de Soumbédioune. Les pêcheurs viennent à la rescousse d'un des leurs mis en cause dans cette affaire. Et c'est pour dire qu'il y a erreur sur la marchandise. Hassan Badara Gueye aurait transporté du bois et non de la drogue. Ses camarades demandent par ailleurs sa relaxe. Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Soumbédioune, une journée pas comme les autres. Des pêcheurs inquiets qui nous accueillent, l'arrestation de certains membres de l'équipage, dont Hassan Badara Gueye, c'est comme dans un rêve. À notre grande surprise, nous avons vu la marine nationale débarquer et cela a attiré toute notre attention. Il s'agit de 2 pirogues différentes. Hassan, lui, est en règle avec les éléments des eaux et forêts, ce qui n'est pas le cas de l'autre pirogue qui voulait fuir la marine. Hassan ne doit pas être mêlé dans cette histoire. C'est injuste. Le piroguier en question se serait fondu dans la nature. La marine a commis une erreur terrible. Il ne fallait pas précipiter les choses. Ces pêcheurs retiennent la leçon, une attention particulière aux personnes étrangères. Nous, pêcheurs de Soumbédioune, d'habitude, nous n'avons aucun problème pour ces pirogues qui viennent accoster ici, ces pirogues venues d'ailleurs, mais désormais, nous serons beaucoup plus regardants. L'enquête se poursuit. Quant aux pêcheurs de Soumbédioune, ils sont convaincus qu'Hassan n'est pas coupable. Et cette saisie de chanvre indien, une belle prise pour la marine nationale qui avoue toutefois avoir eu un peu de mal à mettre la main sur le butin. Il aura fallu 7 tours d'horloge et pas moins à cette vaillante élite pour acheminer les pirogues à la direction de la marine. La gendarmerie, quant à elle, a procédé à l'interpellation de 7 membres de l'équipage Adiatala Youssoubarou. Une demi-tonne de chanvre indien serait passée sous le nez de la gendarmerie si celle-ci n'avait pas fait preuve de vigilance et de promptitude. L'équipage, au nombre de 8, 7 ont été arrêtés à Soumbédioune après une longue filature. Les personnes arrêtées feraient partie d'une bande interpellée avec 600 kg de chanvre indien la dernière quinzaine. Il y a une pirogue qui a cherché à s'échapper et c'est en fait celle qui contenait 10 sacs de 50 kg de chanvre indien. Les 2 autres pirogues, de très grosses pirogues, contiennent du bois. Au total, 7 personnes ont été arrêtées. Et comme la drogue aussi qui est entre les mains de la gendarmerie qui va continuer son enquête et pour la pousser. Il y a le capitaine de la pirogue est un Sénégalais, mais parmi les personnes arrêtées, il y a un Bissau-Guinéen.
La drogue saisie et les personnes interpellées, mais pour l'acheminement des pirogues à la Marine nationale, c'est la croix et la bannière. Les éléments de la sécurité, après 7 heures de réflexion, étaient obligés de se rabattre sur les pirogues de fortune, même si les autorités nient l'évidence. C'est une question de plan d'eau, parce que cette partie, il y a du sable, donc le bateau de la marine que vous voyez au large ne peut pas accéder. Donc on est obligé de prendre des moyens beaucoup plus légers pour pouvoir convoyer ces cargaisons vers le bateau qui devrait aller vers la marine avec eux. Donc c'est une question technique qui nous a amené à rester ici, à trouver des solutions pour pouvoir convoyer les cargaisons. Les trafiquants de drogue sont-ils acculés de partout pour explorer d'autres débarcadères? La plage de Soumbédioune, pour une première fois, allait être le premier point de chute de la drogue. Santé à présent, se laver les mains au moins 3 fois par jour. C'est la recommandation du jour. Ce mercredi 7 mai est célébrée la journée mondiale de l'hygiène des mains. Pour le médecin en chef du centre de santé, Elisabeth Diouf, c'est le premier geste pour prévenir de nombreuses maladies. Aïssatou Païfal. L'hygiène des mains est l'une des premières armes pour lutter contre certaines maladies. Les enfants étant les plus exposés, les médecins appellent à plus de vigilance. Nous remarquons un taux très élevé de maladies diarrhéiques, sûrement liées au manque d'hygiène. Donc, ce que nous préconisons, c'est d'expliquer aux parents de porter plus attention aux enfants. Avec l'hygiène des mains et l'hygiène corporelle, vous évitez assez de maladies. En commençant d'abord par les maladies diarrhéiques, qui sont surtout dues aux parasites. Et après ces parasites, il y a les maladies bactériennes comme la fièvre typhoïde. Dans les écoles, des cours sont mis en place afin de sensibiliser les enfants sur la nécessité d'être propres. Au niveau maintenant des classes, des modules sont dispensés, des modules qui ont trait au lavage des mains. On le dit chaque fois, donc il faut avoir les mains propres. Et pour avoir des mains propres, il faut avoir du savon, il faut avoir de l'eau propre, il faut également avoir une bassine. Il ne s'agit pas seulement de le réflexe du lavage, mais il faut se laver et porter des habits propres. Que ce soit dans les maisons ou les écoles, toutes les mesures sont prises pour éviter aux enfants certaines pathologies dues au manque d'hygiène. Quand on arrive à la maison, il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon. De même aussi quand tu sors des toilettes. Quand les enfants arrivent de l'école coranique, ils se lavent les mains avec de l'eau et du savon avant de faire quoi que ce soit, parce que nous savons ce que nous risquons si nous ne le faisons pas. Avec la recrudescence de certaines maladies comme la diarrhée chez les enfants, il devient urgent de sensibiliser plus sur le lavage des mains comparé à d'éventuelles pathologies qui menacent la population. Ce 7 mai est célébrée la journée mondiale des orphelins du sida. Difficultés liées à l'alimentation, à la prise en charge médicale et aux frais de scolarité. À Kolda, la vie de ces enfants n'est pas rose. À ajouter que beaucoup d'entre eux ne sont pas déclarés à l'état civil. Abdoulaye Diallo. Près de 500 orphelins enfants vulnérables sont dénombrés à Kolda et nombreux parmi eux sont orphelins du sida. Plus de la moitié de ce nombre d'enfants vivent à travers la région et ne sont pas affiliés à cette structure d'enfants. Par endroits, ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles, des difficultés liées à l'alimentation, à la prise en charge médicale et aux frais de scolarité. Ayant perdu l'un de leurs parents ou les deux, le tutorat fait partie de leurs difficultés. La plupart d'entre eux sont pris en charge par leurs grands-parents ou un proche de leur famille, dont certains n'ont même pas les moyens d'héberger ce type d'enfants. Ils sont également nombreux les enfants orphelins du sida qui ne sont pas déclarés au fichier de l'état civil ou qui ne sont même pas dans une structure d'éducation. Par moments, ces enfants sont victimes de la discrétion qui entoure leur maladie. Récemment, c'est une collégienne orpheline de ses parents et porteuse du VIH qui a été battue par ses tuteurs qui la traitent de paresseuse alors qu'elle est victime d'une maladie qui affaiblit son état de santé. Le déficit en couverture sanitaire, le manque de personnel de santé qualifié, le faible taux de consultation prénatale et les accouchements à domicile au Fouladou rendent difficiles les stratégies mises en place pour éradiquer la transmission mère-enfant. C'est pourquoi en 2013, la région de Kolda a enregistré 32 enfants nés avec le VIH malgré les efforts consentis dans la lutte contre cette pandémie dans le Fouladou. En attendant que la prise en charge de ces enfants orphelins du sida ne soit une priorité pour l'État et ses partenaires, les victimes vont continuer à vivre leur mal en patience.
Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Dakar Dem Dikk en grève, et bien les autres transports en commun se frottent les mains. Les usagers qui avaient l'habitude d'emprunter les bus Dakar Dem Dikk se rabattent sur les cars rapides et bus AFTU. Toutefois, ils admettent faire contre mauvaise fortune bon cœur et espèrent le retour rapide des bus bleus et jaunes au niveau de la circulation. Aminata Mbaresso, Mohamed Dian. La grève des agents de Dakar Dem Dikk, une aubaine pour ces chauffeurs de cars rapides et autres transports en commun. En 2 jours, les bénéfices ont doublé. Au premier jour des grèves des agents de Dakar Dem Dikk, j'ai fini ma journée avec 30 000 francs comparé au jour précédent où je pouvais avoir 20 000 francs. La grève fait vraiment mon affaire. Hier, j'ai moins ressenti la grève des agents de Dakar Dem Dikk. Aujourd'hui, par contre, j'ai noté un afflux de clients dans le bus 58. Une bonne affaire certes pour les uns, mais ce chauffeur de Ndiaga Ndiaye voit autre chose. Pour moi, cette grève des bus de Dakar Dem Dikk n'a rien changé sur mon chiffre d'affaires. En fait, moi, j'ai l'habitude d'avoir des clients particuliers. Grève ou pas, ils empruntent le Ndiaga Ndiaye. Certains clients ont trouvé l'alternative pour ne pas subir l'arrêt des bus de Dakar Dem Dikk. C'est vrai que j'ai beaucoup de soucis pour rejoindre mon lieu de travail ou pour rentrer chez moi. D'habitude, je prenais la ligne 8 et je trouve que les bus Dakar Dem Dikk sont souvent beaucoup plus spacieux. Malgré la diversité des moyens de transport en commun, le trafic dans Dakar et sa banlieue semble perturbé. Les sorties de Macky Sall dans la presse étrangère passées au crible par nos professionnels des médias et le constat est unanime. Le président devrait plutôt privilégier la presse locale pour s'exprimer. Salimata Osek et Pape Khalil Ndiaye ont fait le tour des rédactions. Reportage. Comme ses prédécesseurs, Macky Sall a préféré s'adresser aux médias étrangers pour sa communication. Sa dernière sortie dans les colonnes du journal Le Monde suscite l'indignation chez les journalistes. C'est un phénomène qu'il faut déplorer. Je pense à travers le commentaire qu'on a fait aujourd'hui. On l'a fait juste pour s'indigner parce qu'en fait on trouve anormal que nos chefs d'État, à chaque fois qu'il s'agit de parler à leur peuple, choisissent d'aller en Europe pour le faire. Concernant les relations avec le palais et la presse, Macky Sall fait pire que son prédécesseur Abdoulaye Wade, constate le rédacteur en chef de la RFM. J'ai vu Wade fait mieux que Macky Sall. C'est vrai qu'Abdoulaye Wade, en certains moments, il s'adressait uniquement aux médias étrangers français notamment. Mais Macky Sall, le problème, c'est que Abdoulaye Wade, il en a donné des interviews exclusives à des médias locaux, mais jamais Macky Sall ne l'a fait. Certains journalistes invitent le président à se rappeler les périodes de vaches maigres. Lui, il a parlé de rupture Macky Sall. Et puis, il ne faut pas oublier que Macky Sall a été patron de presse. Seninfo, c'était pour lui. Il a été patron de presse au Sénégal. Bon, mais maintenant, pourquoi quand il arrive au pouvoir, il laisse la presse sénégalaise? Pourquoi à un certain moment, quand il était un peu à une certaine stature, ou quand il croyait en la presse sénégalaise, et maintenant qu'il est au pouvoir, il n'y croit plus? Mais c'est bizarre. Les réactions sont unanimes. Les problèmes évoqués avec les médias étrangers intéressent les Sénégalais. Donc pourquoi faire appel à la presse étrangère? L'appel est donc lancé. Macky Sall doit revoir sa stratégie de communication. Seul Abdoulaye Wade peut édifier l'opinion publique sur l'annulation de certaines de ses visites. C'est en tout cas l'avis des analystes politiques. Pour les Sénégalais rencontrés par notre reporter, la surmédiatisation des activités politiques n'est pas nécessaire. L'urgence est ailleurs. Ibrahima Kamara et Modou Diop. La politique occupe le devant de la scène médiatique. Les sorties annulées de l'ancien chef de l'État laissent les Sénégalais indifférents. Tout ça, là, c'est des créations politiques qui ne servent à rien. Si on veut développer notre pays, il faut qu'on aille au travail. Il faut qu'on travaille. On cherche des mécaniques pour travailler, mais pas pour tromper les gens en politique. La politique ne nous sert absolument à rien. L'urgence se trouve ailleurs, selon certains citoyens. Chaque instant, Abdoulaye Wade, Macky Sall, là, ça n'apporte rien. Là, c'est pas bien pour le pays. Le tintamarre des hommes politiques ne semble pas attirer l'attention de la plupart des Sénégalais. Les médias
pointés du doigt d'être les caisses de résonance des politiques. Surtout vous les journalistes, c'est vous-même qui doivent changer de mentalité. Pourquoi quand même négliger même tout ce qui est politique? C'est dans les rédactions aussi qu'on peut savoir, il n'y a pas que la politique au Sénégal. Il y a d'autres secteurs de la vie qu'il faut mettre en valeur. C'est l'économie, c'est la culture, c'est des questions sociales. Et ça, c'est nous, journalistes, qui devons retravailler un peu notre façon de faire. La politique politicienne, les Sénégalais semblent en avoir assez. Les hommes, les discours, les méthodes et les systèmes identiques des indépendances à nos jours. Les élections locales à présent, avec des forclusions enregistrées dans plusieurs départements, l'heure est au regret pour les candidats concernés. Alors à qui la faute? Eh bien, de l'avis du sous-préfet des Parcelles Assainies, la faute revient aux partis et coalitions qui auraient dû mieux former leurs mandataires. Une opinion que partage Bok Gizgiz, qui dit avoir pris toutes les dispositions afin d'éviter d'éventuels manquements. Ibrahima Kamara et Mohamed Dian. Forclusion, rejet de listes électorales, autant de manquements observés dans le dépôt des listes pour les locales, et ils sont dus le plus souvent à l'ignorance de certains mandataires de partis et coalitions de partis. Vous dites à quelqu'un, vous êtes mon mandataire, vous êtes mon interlocuteur avec l'administration pour ce processus électoral. Mais s'il ne sait pas dans ce processus comment monter un dossier, comment le déposer, comment traiter, alors s'il ne sait pas tout ça, ça commence à avoir des répercussions justement négatives sur tout le reste. Une opinion contraire à celle de l'administrateur de l'APR qui soutient qu'un mandataire n'a pas besoin d'une formation particulière. Il faudra éviter dans l'évaluation de penser que les forclusions sont dues tout simplement au déficit de capacité des mandataires. Je crois que ce serait faire une évaluation quelque peu, j'allais dire, non exhaustive. Encore une fois, je souligne qu'il faudrait revoir les procédures. À Bok Gizgiz, aucun incident n'a été noté. Tous les mandataires ont été formés à temps. Le sous-préfet a parfaitement raison, d'autant que c'était les partis politiques qui organisaient les élections. Mais ce qu'on a pu constater durant ces élections locales, c'est l'avènement des mouvements citoyens. Moi, j'ai été au séminaire convoqué par le directeur des élections sur le plan national. Il y avait tous les mandataires de tous les partis. Mais il y avait l'absence aussi de quelques mouvements de soutien. Les partis qui ont l'habitude d'aller vers des élections ou des responsables qui ont l'habitude de faire ça n'ont pas été forclus de ces listes. Après publication des listes, les formations politiques ont 48 heures pour les recours. Les politiques sont appelés à revoir leur comportement pour éviter pareil manquement. Cette grogne des populations de Balel Cissé, c'est dans le département de Linguère. Elle réclame de meilleures conditions de vie et de travail. Et pour cause, elle rencontre des difficultés au quotidien. Pas d'eau, pas d'électricité, encore moins d'infrastructures de santé. Modoumbay. Voici le village de Balel Cissé, une localité située à 3 km de la commune de Linguère. Les populations de cette contrée font face à d'énormes difficultés qui sont liées à l'insuffisance d'eau et l'absence totale de pistes de production. Par rapport à l'eau, même si nous avons un forage depuis 2007, les maisons ne sont pas encore branchées. Il n'y a qu'une borne fontaine très loin des usagers. Les femmes sont en train d'exploiter un jardin, mais leurs conditions de travail précaires ne leur permettent pas de subvenir à leurs besoins. Compte tenu de tout cela, les populations de Balel Cissé réclament au président Macky Sall un meilleur traitement. Nous voudrions une route bitumée entre Linguère et Balel Cissé. Les populations dénoncent également le manque d'électricité dans leur village, alors que les poteaux électriques ont traversé leur localité pour alimenter le forage. Le réseau électrique est là depuis 2008, mais il n'alimente que le forage. Les élèves n'utilisent que des lampes tempêtes pour apprendre leurs leçons. Pourtant, chaque année, l'école élémentaire fait de bons résultats. D'ailleurs, le village a fait beaucoup de cadres dans ces conditions très difficiles. Par exemple, à l'université de Cheikh Anta Diop, on a beaucoup d'étudiants et à l'UGB. Ce qui fait d'ailleurs que le vol de bétail est virtuellement une casse-tête pour les populations. L'absence totale d'infrastructures sanitaires à Balel Cissé se répercute sur la santé des populations. Et les femmes enceintes restent les plus menacées face à cette situation. D'ailleurs, leur santé est menacée du fait que le village n'a jamais connu de case de santé. Les femmes accouchent même à domicile. nga tollu digante ñu ne kay rang saret bi dem Linguère yoon bi bari ay secousses bari ay souf nga rang saret dem bala nga ay Linguère yalla mën na def lu ko neex ci ñu bëgg nak moy ñu am case de santé fi ci Balel ngir ku bëgg mucc ci jamm ak salam. À l'occasion d'un sitting organisé dans le village, les populations de Balel Cissé invitent les autorités gouvernementales de trouver des solutions à leurs préoccupations.
Le focus du jour est consacré aux énergies renouvelables. Le soleil, une source d'énergie que le gouvernement du Sénégal a décidé de valoriser. Et pour ce faire, nos autorités misent sur un programme, le mix énergétique. Permettre à l'énergie solaire d'occuper 20% de la consommation d'ici 2017, c'est l'objectif de ce programme. El Hadj Mamadou Moussa Thiam, secrétaire permanent au ministère de l'énergie solaire, nous en dit un peu plus. Il s'exprimait lors de la rencontre des pays ouest-africains sur les énergies renouvelables. Il est au micro d'Ibrahima Kamara. Il est prévu qu'il y aura 20% d'énergie renouvelable à l'horizon 2017. Et ces énergies renouvelables également vont être combinées à l'énergie hydraulique, au gaz et également à l'énergie produite à partir du charbon. Donc par rapport à cela, je pense qu'il y a une volonté politique qui est clairement affichée. Et nous avons déjà entendu tout à l'heure, aussi bien dans le discours qui était prévu par Madame la ministre de l'Énergie, que nous avons signé des contrats d'achat d'énergie pour une production soit à partir du solaire, soit à partir de l'éolienne, pour 165 MW à l'horizon 2017. Utiliser le soleil pour booster sa politique énergétique, un choix de l'État qui n'est pas fortuit et pour cause, les avantages des énergies renouvelables sont divers et variés. Les consommateurs peuvent user de panneaux solaires dans leur concession familiale et pourraient même changer les rôles en vendant leur surplus d'énergie à la Sénélec. Ibrahima Kamara, Papralignay. Les énergies renouvelables telles que le solaire peuvent constituer une alternative à la demande en électricité. Les contrats sont signés, les délais d'exécution sont bien définis. Donc il s'agit simplement d'assurer un suivi pour qu'à terme, l'ensemble de ces projections soient respectées. Les consommateurs peuvent faire usage de panneaux solaires dans leur concession familiale et même vendre à la Sénélec le surplus d'énergie dont ils disposeraient. Les panneaux solaires leur appartiennent. S'ils ont un surplus, ils vendent à Sénélec. S'ils ne peuvent pas vendre à Sénélec, bon, ils l'utilisent ailleurs, mais ils ne peuvent pas le vendre à quelqu'un d'autre. Parce que jusque-là, Sénélec a l'exclusivité sur le territoire de l'achat en gros et de vente. Les gens peuvent réduire leur facture à la Sénélec, mais je pense que les gens peuvent réduire leur facture d'électricité, couvrir tous leurs besoins en énergie. Croyez-moi, Sénélec ne perd pas en chiffre d'affaires. La fiscalité et d'autres tracasseries administratives sont revues afin de permettre à des opérateurs privés d'investir dans le secteur. Il y a eu quand même beaucoup d'avancées sur le plan institutionnel et réglementaire. Il y a eu une loi déjà qui a été signée et promulguée en 2010 sur les énergies renouvelables. Il y a eu 2 décrets d'application. Un décret qui fixe les conditions d'achat de l'énergie produite à partir des énergies renouvelables et un autre décret qui fixe les conditions d'achat du surplus dans le cadre de l'autoproduction. Il reste effectivement un décret qui est en cours d'étude, à savoir quelle incitation fiscale, quelle exonération apporter pour les équipements faits à partir du solaire. L'Afrique mise sur les énergies renouvelables pour relever les nombreux défis du sous-développement grâce à la plus-value dont dispose le continent. Introduire des énergies renouvelables dans le quotidien des Sénégalais, une mesure que l'État n'aura certainement pas de mal à faire accepter aux populations. Ces dernières sont déjà convaincues par l'éclairage public. Les lampadaires solaires séduisent les Dakarois. Ils souhaitent la généralisation de cette méthode d'éclairage à l'échelle nationale. Bintouloum, Modou Diop. Équipés de panneaux qui captent la lumière du soleil, les lampadaires solaires deviennent ainsi autonomes en énergie. Dans les quartiers résidentiels comme dans les quartiers populaires, on en trouve partout à Dakar, au grand bonheur des populations. Ici à Ouakam, mais aussi aux Almadies, personne ne se plaint. Au contraire, ça nous arrange beaucoup. Comme que comme courant man li ma gis ci loolu maa ngi gis ne comme xaw nañu arrangé quoi ci town bi si nous on vit ici mais on vit avec des courants ce qui nous arrange c'est des solaires quoi. C'est mieux parce que ça permet d'avoir beaucoup de sécurité quoi. Bon,
je vois que ça va, hein, ça peut aller quoi. Bon, je ne vois pas la différence. Bon, l'essentiel c'est d'avoir de lumière quoi. Donc si on a un peu de lumière, pour moi ça va. Hein. Selon ces populations, l'énergie solaire contribue à diminuer la pollution lumineuse. Son utilisation ne doit pas simplement s'arrêter aux lampadaires. Les panneaux solaires sont bons pour les maisons et pour la voie publique. On aimerait vraiment qu'on les augmente et qu'on les généralise. On utilise, mais on n'a pas de moyens pour acheter ça, parce qu'on a un peu de l'argent, c'est ça quoi. On a des coupures. Si c'est mieux d'avoir un solaire, c'est vous, je crois que c'est mieux. Hein. Pour généraliser, c'est mieux quoi. Ailleurs qu'à Dakar, toutes les régions aussi, c'est possible. La population dakaroise apprécie les lampadaires et incite l'État du Sénégal et la mairie de Dakar d'accélérer et de généraliser le projet d'électrification de la voie publique. Bienvenue dans la page des sports. 2 ans, jour pour jour, que l'ancien international Jules-François Bocandé nous quittait. Constat, on note une commémoration assez timide qui s'explique par plusieurs facteurs. La non-tenue du mémorial de l'ancien international qui était prévu ce matin, au mois plutôt de juin 2013, a été annulé. Et pour plus de précision, je vous propose de suivre nos confrères Wahani Johnson Sambou et Seydina Alioune-Djigo. Ils sont interrogés par Cheikh Tidiane Dione. Un manque de reconnaissance exprimée, quoi. Parce que c'est le sentiment qui m'anime. Peut-être que nos autorités devaient inscrire ça dans un calendrier. Voilà, parce qu'il est décédé il n'y a que 2 ans. Je pense que c'est pas normal. Et nous aussi, nous, acteurs des médias, nous avons un rôle à jouer aussi. Il explique, je ne peux pas le dire, peut-être c'est dans la mentalité des Sénégalais de ne pas se focaliser dans ce genre d'événements. Parce que quand on voit par exemple ce qui se passe avec le bateau Le Joola, au fur et à mesure que les années passent, ça s'effrite. C'est peut-être ça qui peut expliquer ça, parce qu'on n'a pas... ça aurait été en Europe par exemple, les gens seraient beaucoup plus enclins à parler de tout ça. Le rappel à Dieu de Jules-François Bocandé, le monde du sport se souvient. Le Casa Sport, qui a vu éclore cette légende du football national, a observé 1 minute de silence à la mémoire d'Essamaï, considéré comme une source d'inspiration pour l'entraîneur de Santhiaba, Boubacar Diassi. Lorsqu'on évoque Jules-François Bocandé, Dembara Matandiaï, son compagnon de toujours, fond en larmes. Excusez-moi. Ce matin, 2e anniversaire du rappel à Dieu de Essamaï, le coach du Casa Sport a fait observer 1 minute de silence avant le démarrage de l'entraînement. Parce que tout le temps, il était là, il les haranguait, il leur disait la vérité. Il leur disait chaque fois que le football, c'est vous d'abord, parce que c'est votre passion et le reste viendra tout seul. Éternelle légende, Bok pour les siens le sera. Une source d'inspiration aussi. Ce que je retiens de lui aujourd'hui, c'est lors de la qualification pour le Caire, en ce moment qu'il a beaucoup fait pour notre équipe nationale. Parce que s'il faisait 18 ans, le Sénégal ne s'est pas qualifié en une CAN. Et c'était la personne qui nous avait amené, n'est-ce pas, à ce niveau de la compétition et qui a fait revivre encore le football sénégalais. Est-ce qu'il vous arrive de vous inspirer de ce qu'il faisait comme entraîneur pour un peu coacher votre équipe? Oui, beaucoup même, parce que l'audace surtout. Parce qu'il a eu beaucoup d'audace quand il était entraîneur en équipe nationale. Il a osé vraiment dénicher de bons footballeurs. La ville de Ziguinchor peinera sans doute à avoir un autre Jules-François Bocandé. Est-ce que vous pensez que dans cette équipe-là, il y a des futurs Bocandé? Ça va être extrêmement difficile. Bok était exceptionnel sur le plan relationnel, amitié, copains, dans le terrain aussi. Et même sur le plan talent. Non, never. Essamaï est parti certes, mais il restera gravé dans la mémoire collective des Casamancés, à l'image de ce fromager qui trône majestueusement aux portes du stade qui porte son nom à Ziguinchor.
Nous parlons taekwondo à présent avec le 4e sacre continental pour Binta Diédiou. La championne sénégalaise remporte la médaille d'or chez les moins de 57 kilos au championnat d'Afrique qui se déroule présentement en Tunisie. Le Sénégal y a envoyé 9 de ses combattants. La Ligue sénégalaise de football professionnel est décidée à combattre les phénomènes de violence notés ces dernières semaines dans les compétitions. Le président de la Ligue, Saher Seck, rappelle l'esprit fair-play dans le sport. C'est au micro de Cheikh Sadibou Diarra. Groupe d'une dizaine ou d'une quinzaine de personnes qui s'agitent. Nous avons effectivement noté cela. Nous ne ferons pas comme si nous n'avions pas vu. Nous avons effectivement vu et ce dossier sera traité par la Ligue professionnelle qui prendra les dispositions pour que les phénomènes de violence soient éradiqués. Le football doit se jouer sur le terrain et que le meilleur gagne. Or, maintenant, entre un poteau rentrant et un poteau sortant, une décision d'arbitre dont on peut discuter, ça existe dans le football. Mais ça n'est pas un motif et une motivation suffisante pour qu'il y ait effectivement des phénomènes de violence. De toute façon, la violence n'a jamais permis de gagner un match de football et ça, la Ligue, effectivement, combattra ce phénomène de manière claire et de manière décidée. Football, les équipes toujours en compétition dans la Coupe de la Ligue ont reçu leur lot d'équipements. La cérémonie de remise s'est déroulée au siège de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Compte rendu, Cheikh Sadibou Diarra, Cheikh Tidiane Diao et Youssou Baro. Les quarts de finalistes de la Coupe de la Ligue sont bien parés pour ces rencontres. Nyari Tali Djambar, Saloum, Ndarguet, Renaissance, Yego et AS Pikine ont reçu chacune un lot d'équipements. Qui sont composés de bas, de survêtements, etc. Juste pour dire encore une fois qu'il n'est jamais de trop que de réaffirmer l'ancrage fort et ce compagnonnage aidé au développement et au rayonnement du football local. C'est toujours le lieu pour nous de rendre un hommage à sponsor leader, Orange, qui accompagne la Ligue et qui là exécute une des dispositions des différents engagements qui nous lient. Arrivé à ce niveau pour sa première participation, Ndarguet, évoluant en deuxième division, compte bien éliminer le Guédiawaye Football Club. C'est une équipe de Ligue 2 comme nous, mais nous croyons pouvoir la battre. Nous avons rampé pour arriver à ce stade. Aujourd'hui, nous espérons remporter le trophée. Les 4 rencontres des quarts de finale sont prévues ce 8 mai avec en vedette Nyari Tali Djambar. Et puis, une fois n'est pas coutume, nous ne fermerons pas ce journal avec du sport, mais plutôt avec cette action humanitaire. Sachez que les 9 et 10 mai prochains, les Rotaries du Sénégal organisent une collecte de sang à Dakar. Le but, c'est bien sûr de venir en aide aux populations malades, aux femmes lors des accouchements à risque et aux victimes d'accidents de la circulation. Je vous propose d'écouter le docteur Nabil Ghazal du Rotary Club. Il est au micro de Nafissatou Silla. Nous faisons cette action de collecte de dons de sang pour venir en aide à nos populations accidentées, les brûlés, les drépanocytaires, les femmes en phase d'accouchement et dans beaucoup d'autres domaines de la santé. Le Sénégal a un manque criant de sang. Il y a les normes de l'OMS, c'est de 9 donneurs à 10 donneurs pour 1000 habitants. Alors qu'actuellement nous sommes au Sénégal à 4 pour 1000. C'est vraiment très très peu. Nous demandons à ce que toutes les populations, tous ceux qui le peuvent, viennent. Parce que si on constate que chaque jour, on perd 5 femmes lors des accouchements suite à des complications, elles font des hémorragies. En une année, on en a 1825 qui nous quittent. Et je trouve que c'est énorme. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. La suite du programme sur notre antenne, 21h, Pape Ndiaye reçoit Abdoulaye Wilane du PS, Mayoro Faye PDS, Youssou Touré de l'APR et Fatou Sok du Réumi dans Faram Fatché. Le 0h sera assuré par Cheikh Tidiane Diao. L'info continue sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous et agréable soirée sur notre antenne. Au revoir.